Près de 50% du gaz du Royaume-Uni est désormais importé, tandis que plus de 5 gigawatts d'énergie renouvelable supplémentaires se sont allumés en Afrique en à peine une décennie. Cette simple collision de chiffres révèle un renversement discret où la fragilité énergétique britannique fait face à la montée méthodique de nouveaux pôles africains. Que vaut encore la sécurité perçue des anciens centres quand des dirigeants comme Ibrahim Traoré lisent ce basculement comme une chance de redéfinir les règles du jeu? Un nouvel axe de puissance commence déjà à se dessiner. Ce renversement économique ne se limite pas à un contraste de rythme. Il expose, avec une netteté nouvelle, la fragilité structurelle d'un pays longtemps considéré comme un pilier industriel face à l'essor méthodique de plusieurs pôles africains. L'idée maîtresse est la suivante: comprendre les dynamiques réelles pour anticiper les risques systémiques émergents. À mesure que les données s'additionnent, un message central se précise. Les anciennes garanties, notamment celles construites autour de l'énergie, de la production manufacturière et des marchés financiers, ne suffisent plus à protéger les acteurs publics ou privés d'un déplacement durable des leviers de puissance. Ce constat redéfinit les enjeux immédiats. Les entreprises doivent revoir leur chaîne de valeur, les décideurs doivent ajuster leurs horizons stratégiques et les investisseurs cherchent déjà des zones où la stabilité énergétique devient un avantage structurel plutôt qu'une promesse incertaine. Une question suspendue au cœur de l'analyse se pose alors simplement: si les courbes ne se croisent plus par accident, qui contrôle réellement la trajectoire? La première révélation saisissable apparaît dans un écart numérique longtemps sous-estimé. Alors que la productivité manufacturière britannique stagne depuis plus d'une décennie, les capacités renouvelables africaines ont gagné plusieurs gigawatts en un laps de temps remarquablement court. La seconde, plus discrète encore, se lit dans les bilans où les coûts d'importation énergétique du Royaume-Uni progressent plus vite que ceux de tout autre grand marché européen, offrant un indice tangible de vulnérabilité structurelle. À partir de ces deux signaux, la dynamique bascule et révèle une architecture bien plus profonde qu'un simple croisement de courbes. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut remonter aux failles qui se sont accumulées bien avant les gros titres. Après la crise de 2008, la reprise britannique reposait déjà sur une base industrielle fragile, tandis que les usines des Midlands ou du nord du pays tournait au ralenti et que l'investissement manufacturier glissait derrière celui de ses principaux concurrents. Londres conservait l'illusion d'une centralité financière suffisante pour amortir les chocs, mais cette façade masquait une dépendance énergétique chronique qui, une fois les prix mondiaux orientés à la hausse, s'est transformée en point de rupture. Simultanément, l'Afrique consolidait une trajectoire inverse. Les délégations d'investissement ne venaient plus seulement extraire, mais co-concevoir des corridors industriels, des réseaux logistiques et des infrastructures numériques. Les projets solaires au Maghreb, les couloirs géothermiques au Kenya et les initiatives hydroélectriques en Éthiopie offraient à leurs partenaires une prévisibilité rare. Les marchés se recalibrèrent, les routes maritimes se réorganisaient et la jeunesse du continent entrait massivement sur le marché du travail. C'est dans cet écart lent, cumulatif, silencieux que s'inscrit la lecture qu'en tire Ibrahim Traoré, symbole d'une région qui refuse désormais d'hériter des règles et revendique la capacité de les formuler. Ainsi se dessine le début du renversement, non pas une crise soudaine, mais une divergence structurelle longtemps ignorée. Les premiers signes tangibles du renversement prennent forme lorsque les acteurs industriels décrivent un glissement qu'aucun indicateur officiel n'avait encore confirmé. Ils évoquent des chaînes d'approvisionnement autrefois centrées sur les ports britanniques, mais qui, progressivement, se détournent vers des corridors émergents du nord et de l'est de l'Afrique. Ces récits, collectés auprès d'économistes, de logisticiens et d'anciens négociateurs, constituent la trame souterraine d'une mutation déjà en marche. Un premier cas l'illustre nettement, une entreprise spécialisée dans les composants énergétiques, basée près de Manchester depuis des décennies, observe la montée des coûts d'électricité jusqu'à franchir un seuil critique. La réaction devient inévitable, les équipes sont réduites, puis une partie de l'assemblage est transférée vers un hub kenyan alimenté par des réseaux solaires. Sur le papier, le mouvement reste minime.
Dans la réalité, il révèle une tournure stratégique explicite. Un second cas, issu du secteur logistique, éclaire encore mieux la portée de l'ajustement. Une plateforme de distribution, longtemps organisée autour de Londres, réévalue ses calculs au moment où les infrastructures portuaires modernisées du Maroc et de l'Égypte offrent des délais plus courts et des coûts plus stables. Le réalignement s'impose non par choix idéologique, mais par pure rationalité économique. Ces signaux cumulés montrent comment un déplacement géoéconomique émerge avant même que les courbes ne l'admettent officiellement. La question devient simple. Qui pilote désormais l'avantage ? Tout commence bien avant l'apparition des premiers gros titres. Elle se déclenche le jour où plusieurs institutions financières britanniques constatent un écart inquiétant entre leurs projections internes et la dynamique réelle du marché. Les alertes ne prennent pas la forme d'un effondrement brutal, mais d'une série de micro-chocs. Une usine chimique réduit ses équipes. Une aciérie suspend certaines opérations durant les heures de pointe. Un fournisseur automobile voit ses marges laminées par la hausse des coûts de transport. Chaque signal semble isolé. Ensemble, ils forment une fissure. Londres maintient son assurance de façade. Mais les bilans racontent une autre réalité. Puis survient un premier tournant tangible. Les factures énergétiques franchissent un seuil critique. Les ménages observent leurs dépenses doubler d'une année sur l'autre. Les industriels réévaluent chaque ligne de production. Le risque n'est plus théorique, il devient opérationnel. Dans certaines salles de réunion, une question impensable, quelques mois plus tôt, surgit sans détour. Le Royaume-Uni peut-il encore offrir un environnement industriel de long terme ? Personne ne répond clairement, mais chacun comprend que la question elle-même marque une rupture. Le point de tension s'amplifie lorsque plusieurs multinationales annoncent simultanément des transferts d'activités vers des zones plus stables. Une entreprise déplace son assemblage final vers l'Afrique du Nord, une autre réimplante sa chaîne logistique en Afrique de l'Est pour bénéficier de ports modernisés, de corridors routiers connectés à des zones alimentées par les énergies renouvelables et de coûts énergétiques plus prévisibles. Ce ne sont plus des décisions ponctuelles, c'est un mouvement cohérent dicté par les logiques du marché global. L'accélération africaine, autrefois perçue comme un phénomène périphérique, devient un pôle d'attraction. La posture défendue par certaines figures politiques, dont celle d'Ibrahim Traoré, acquiert alors une dimension stratégique. Elle incarne une région qui ne se contente plus de réagir, mais impose progressivement ses paramètres. La séquence atteint son point culminant lorsque les répercussions deviennent visibles dans le tissu social britannique. Les rues commerçantes se remplissent de vitrines vides. Des restaurants, pourtant résistants à plusieurs cycles de crise, cessent définitivement leurs activités. Les investisseurs ne s'attardent pas sur cette dimension symbolique. Ils observent autre chose, la dégradation des marges, l'envolée des coûts d'importation, la faiblesse de la livre sterling. Le capital se déplace. Les notes d'analyse commencent à comparer le Royaume-Uni à certaines économies émergentes de rang intermédiaire. Une comparaison inimaginable autrefois. La confiance ne s'effondre pas, elle s'évapore, et les effets s'étendent rapidement. Les pôles africains activent leurs infrastructures, parcs solaires au Maghreb, corridors géothermiques au Kenya, projets hydroélectriques en Éthiopie. Ces développements ne sont plus des initiatives dispersées, ils forment une architecture économique cohérente. Les investisseurs décrivent une prévisibilité nouvelle, une prévisibilité que le Royaume-Uni, en proie à l'instabilité tarifaire et à la stagnation industrielle, ne parvient plus à offrir. Le réalignement devient durable. Les flux industriels se redéfinissent, les trajectoires se séparent et leur vitesse ne converge plus. Ainsi, le mouvement se déploie sans bruit, atteint un point de non-retour, puis redessine durablement les équilibres. Le point de départ repose sur un constat devenu impossible à ignorer. La dépendance énergétique britannique atteint désormais un seuil structurel avec près de 50% du gaz consommé provenant des importations. Cette proportion traduit une vulnérabilité directe aux chocs extérieurs persistants. Elle révèle une exposition durable que les politiques nationales ne parviennent plus à compenser efficacement. Face à cette fragilité, la dynamique africaine se mesure d'abord dans l'essor rapide des capacités renouvelables. En une décennie, plusieurs pays du Maghreb et de l'Afrique de l'Est ont ajouté plus de 5 gigawatts à leur réseau installé.
Ce volume exprime une montée en puissance énergétique fournissant une prévisibilité rare aux investisseurs internationaux. Le troisième indicateur structurel concerne la réorientation des flux d'investissement, désormais alimentés par des consortiums interrégionaux. En 2023, plus de 30% des nouveaux engagements en infrastructure en Afrique proviennent d'acteurs asiatiques, moyen-orientaux et latino-américains. Ce ratio illustre une diversification géoéconomique qui réduit mécaniquement l'influence traditionnelle de Londres. Pris séparément, ces trois chiffres pourraient sembler anecdotiques. Ensemble, ils composent l'ossature d'un basculement durable. La trajectoire britannique, dépendance accrue, marge comprimée, affaiblissement industriel, se heurte à une dynamique africaine faite de stabilité énergétique, de diversification stratégique et d'intégration régionale. Les chaînes de valeur suivent naturellement les zones offrant prévisibilité et cohérence. Dans ce jeu, les infrastructures africaines deviennent un levier géopolitique. Couloirs miniers consolidés, plateformes manufacturières émergentes, hub logistique modernisé. Ce contraste n'est pas conjoncturel, il est structurel. À mesure que l'économie britannique s'érode sous la pression combinée des coûts d'importation et de la stagnation industrielle, les pôles africains gagnent en densité et en lisibilité. Les États du nord et de l'est du continent, en investissant dans le solaire, le géothermique et l'hydroélectrique, offrent un environnement où les tarifs, les volumes et les horizons sont relativement stables. Cette stabilité constitue désormais un avantage compétitif décisif dans l'arbitrage global des entreprises. Les données s'imbriquent dans une même logique. Lorsque près de la moitié du gaz d'un pays dépend de fournisseurs extérieurs, chaque fluctuation devient un risque opérationnel. Lorsque, simultanément, plusieurs gigawatts renouvelables se déploient dans une région en expansion démographique et industrielle, la dynamique se renverse. Lorsque les capitaux internationaux s'engagent hors de la sphère occidentale, une hiérarchie économique s'en trouve redessinée. L'ensemble forme un mouvement cohérent que les décideurs ne peuvent plus interpréter comme un cycle passager. Ainsi, la trajectoire britannique se retrouve enfermée dans un faisceau de contraintes. Coûts énergétiques instables, logistique sous tension, marge comprimée, attractivité affaiblie. A l'inverse, les pôles africains transforment leurs investissements en ancrage durable. Le delta devient irréversible. Les chiffres le confirment. Le renversement n'est plus une hypothèse, mais une structure. Deux thèses dominantes s'affrontent pour expliquer l'ampleur du renversement entre le Royaume-Uni et les pôles africains émergents. La première adopte une lecture modérément optimiste. Elle affirme que la trajectoire britannique reste réversible, car l'archipel conserve une profondeur institutionnelle, une expertise financière reconnue et un réseau d'alliances capable de soutenir un rebond. Selon ses défenseurs, les fluctuations énergétiques, aussi sévères soient-elles, demeurent corrigibles. Il suffirait d'une stratégie industrielle réaffirmée, d'une diversification accélérée des sources d'approvisionnement et d'un réaménagement ciblé des chaînes logistiques pour que Londres regagne un minimum de lisibilité. Dans cette perspective, les difficultés actuelles s'apparenteraient à une turbulence historique, non à un véritable déclassement. La seconde thèse prend le contre-pied de cette lecture. Elle soutient que le déplacement du centre de gravité économique vers l'Afrique est structurel, indépendant d'un éventuel redressement britannique. Ses partisans rappellent que les corridors énergétiques africains, les hubs manufacturiers, les réseaux logistiques modernisés et les investissements interrégionaux créent un cadre inédit qui ne se résorbera pas avec une simple correction de politique à Londres. Dans cette logique, la montée en puissance du continent reflète davantage une consolidation de trajectoires convergentes qu'une opportunité conjoncturelle. Pour formuler une réfutation solide, il faut d'abord reconnaître la part de vérité contenue dans ces deux positions. Oui, le Royaume-Uni dispose d'atouts historiques indéniables. Oui, les pôles africains consolident une dynamique coordonnée qui attire capitaux, technologies et partenaires stratégiques. Mais l'examen des faits récents révèle que la divergence ne se réduit ni à un cycle économique, ni à un dérapage temporaire. Les chaînes d'approvisionnement se reconfigurent durablement.
Les investissements se structurent autour de la prévisibilité énergétique africaine. Les alliances économiques s'élargissent au-delà de la sphère occidentale. La réfutation consiste donc à intégrer les forces des deux thèses pour montrer que le mouvement n'est ni accidentel ni réversible dans un horizon court. À ce stade, on voit que le renversement n'est plus seulement économique. Il recompose la hiérarchie des acteurs capables d'imposer leurs conditions dans les négociations mondiales. Là où Londres espérait encore une convergence naturelle des dynamiques commerciales vers ses intérêts, une autre force s'est consolidée au sud, portée par des alliances énergétiques et industrielles que peu de décideurs britanniques avaient anticipées. Cette cohérence nouvelle vient des États africains qui, longtemps dispersés dans leurs investissements, opèrent désormais selon des architectures stratégiques liant énergie, logistique et transformation minérale sur plusieurs années. La conséquence dépasse le cadre sectoriel. Le continent, devenu un espace structurant, entraîne ses partenaires dans un mouvement qui modifie les rapports de force globaux. C'est dans cette logique qu'émerge la posture d'Ibrahim Traoré, symbole d'une souveraineté affirmée, définir la valeur, fixer les termes, orienter les trajectoires plutôt que les subir. À ce stade, l'essentiel devient clair. Le pouvoir ne réside plus uniquement dans l'histoire, mais dans la capacité à offrir stabilité énergétique, cohérence industrielle et profondeur stratégique. Les répercussions du renversement deviennent tangibles lorsque l'on observe son impact sur 4 groupes distincts: les nations, les entreprises, les travailleurs et les acteurs régionaux. Chacun subit à sa manière la redistribution des leviers économiques entre un Royaume-Uni fragilisé et une Afrique dont la cohérence stratégique attire désormais capitaux, infrastructures et influences. Pour les nations, la première conséquence se manifeste par un ajustement géopolitique forcé. Le Royaume-Uni, longtemps considéré comme un acteur stabilisateur dans l'Atlantique Nord, voit son pouvoir d'entraînement diminuer à mesure que les corridors énergétiques et logistiques africains redessinent les routes commerciales. Les gouvernements doivent revoir leurs priorités diplomatiques, car les accords noués autour du solaire, du géothermique ou des infrastructures minières déplacent le centre de gravité économique. La posture souveraine incarnée par des dirigeants comme Ibrahim Traoré oblige plusieurs capitales à intégrer une nouvelle réalité. La valeur se négocie désormais là où l'élan est réel, non là où l'histoire dominait autrefois. Pour les entreprises, l'effet le plus immédiat concerne la localisation des chaînes de valeur. Les coûts énergétiques instables au Royaume-Uni, combinés à la stagnation de la productivité industrielle, incitent les directions stratégiques à reconfigurer leurs opérations. L'Afrique présente un triptyque attractif: stabilité énergétique relative, infrastructures modernisées, politiques industrielles intégrées. Les décisions autrefois perçues comme temporaires, transfert d'assemblage, repositionnement logistique, redéploiement contractuel, deviennent structurelles. Les entreprises se tournent vers les régions où la prévisibilité dépasse la promesse, car la compétitivité se construit désormais dans les zones offrant cohérence et marge raisonnable. Pour les travailleurs, les effets se ressentent dans la tension accrue entre les besoins industriels et la réalité démographique. Au Royaume-Uni, la contraction de la main-d'œuvre et l'augmentation du coût de la vie sapent les perspectives individuelles. Les transitions professionnelles ne compensent plus l'érosion des secteurs manufacturiers. A l'inverse, dans plusieurs pays africains, l'essor des parcs industriels et des plateformes numériques ouvre des opportunités nouvelles à une jeunesse nombreuse, qualifiée et connectée. La géographie de l'emploi change. Nairobi, Casablanca, Addis Abeba ou Kigali deviennent des points d'ancrage pour des secteurs qui, auparavant, s'installaient presque automatiquement au nord. Pour les acteurs régionaux, enfin, la reconfiguration des flux crée un nouvel équilibre continental. Les corridors reliant le Maghreb, l'Afrique de l'Est et les zones minières d'Afrique centrale redessinent la carte énergétique et industrielle. Les ports modernisés, les zones industrielles intégrées et les réseaux financiers numériques accélèrent la circulation des biens, du capital et des compétences. La zone de libre-échange continentale africaine fournit une ossature qui donne au continent une masse critique comparable à celle des pôles traditionnels. Ainsi, les conséquences du renversement
ne s'additionnent pas. Elles convergent vers un même point. L'ordre économique se réorganise autour des régions capables d'offrir énergie, croissance démographique et cohérence stratégique. 3 trajectoires se dessinent pour les 12 prochains mois, chacune dépendant moins d'un événement ponctuel que de la manière dont gouvernements et entreprises absorberont l'évolution rapide des corridors énergétiques, des flux d'investissement et des structures industrielles émergentes au sud. Dans un scénario de base, on verrait une stabilisation sous contrainte. Si le Royaume-Uni maintient ses politiques actuelles tout en accélérant légèrement la diversification énergétique, il pourrait préserver certaines chaînes de valeur essentielles. Les entreprises, confrontées à des coûts toujours élevés, chercheraient un équilibre fragile entre leurs implantations européennes et leur développement africain, où les infrastructures renouvelables poursuivent leur expansion. L'Afrique consoliderait son attractivité, tandis que Londres retiendrait encore quelques secteurs grâce à la solidité de ses services financiers et de ses cadres réglementaires. Le réalignement resterait continu, sans rupture brutale, mais avec une perte progressive de centralité britannique. Dans un scénario optimiste, on pourrait voir une recomposition stratégique plus ambitieuse. Si Londres adopte une stratégie industrielle cohérente, articulant énergie, logistique et innovation, elle pourrait regagner une partie de sa capacité d'entraînement. Une politique d'électrification plus lisible, une réforme des infrastructures et un soutien ciblé au secteur manufacturier permettraient aux entreprises de reconsidérer certaines délocalisations. Dans cette trajectoire, les liens entre le Royaume-Uni et les pôles africains se renforceraient selon une logique de complémentarité. L'Afrique conserverait son avance structurelle, mais Londres réintégrerait partiellement l'équation. Dans un scénario difficile, on assisterait à la persistance des fragilités actuelles. Si les coûts énergétiques demeurent volatiles et les investissements insuffisants, alors les entreprises accéléreront leur transfert vers des régions offrant une meilleure prévisibilité. Les corridors miniers, industriels et logistiques africains poursuivront leur intégration, renforçant un écosystème devenu attractif par sa cohérence interne. Dans cette configuration, le Royaume-Uni perdrait une partie de son influence économique, tandis que les pôles africains s'affirmeraient comme plateforme centrale pour les industries énergivores et les chaînes liées aux ressources critiques. Dans l'ensemble, ces trajectoires invitent à une recommandation simple: penser en termes de résilience plutôt qu'en termes d'héritage. Les transformations en cours ne redéfinissent pas seulement des équilibres macroéconomiques, elles modifient la manière dont chaque public perçoit son propre avenir. Pour les investisseurs, l'Afrique cesse progressivement d'être un espace périphérique. Elle devient une zone où la cohérence énergétique, la densité des infrastructures et la jeunesse démographique offrent une lisibilité supérieure à celle du Royaume-Uni. Cette perception en déplace la structure des portefeuilles. L'arbitrage repose moins sur des rendements théoriques que sur la stabilité offerte par les pôles émergents du continent. Pour les travailleurs, le renversement se traduit par une tension plus intime. Au Royaume-Uni, la hausse du coût de la vie et l'érosion des secteurs manufacturiers pèsent sur les trajectoires individuelles. Les reconversions ne suffisent plus à compenser les pertes d'opportunités. A l'inverse, dans plusieurs pays africains, l'essor des parcs industriels, des plateformes logistiques et des écosystèmes numériques crée un horizon d'emploi dynamique pour une jeunesse nombreuse et qualifiée. Ces évolutions redéfinissent la carte des opportunités professionnelles, faisant émerger des villes qui deviennent des carrefours de croissance. Pour les décideurs publics, enfin, la mutation impose un apprentissage accéléré. Les trajectoires britanniques et africaines ne sont plus parallèles. Elles se croisent, se répondent et redéfinissent la place de chacun dans les négociations internationales. Les responsables doivent réviser leur cadre stratégique, adapter leur dépendance énergétique et reconnaître que les anciennes hypothèses, celles fondées sur une centralité automatique de Londres, ne garantissent plus la stabilité. Ainsi, toucher ces publics revient à poser une question directe. Comment chacun s'ajuste-t-il à un monde où les certitudes héritées ne suffisent plus ? Élaborer une réponse cohérente au renversement en cours suppose d'articuler plusieurs étapes capables de reconnecter stratégie nationale, décisions privées et réalité géoénergétique. Une feuille de route minimale peut se structurer en 4 étapes, chacune ancrée dans une responsabilité claire et un horizon mesurable.
Pour commencer, il s'agit de reconnaître explicitement le déplacement du centre de gravité. Les gouvernements doivent admettre que les équilibres internationaux ne tournent plus autour des anciens pôles historiques. Cette reconnaissance doit intervenir immédiatement car elle conditionne la pertinence des décisions futures. Elle se mesure à la capacité d'intégrer les nouveaux corridors énergétiques et industriels dans les cadres d'action. Ensuite, il faut refondre les politiques énergétiques autour de la résilience. Les États doivent articuler diversification, stockage, sécurité d'approvisionnement et stabilité tarifaire. Les pays africains qui insistent sur la maîtrise des ressources, posture incarnée par Ibrahim Traoré, offrent un modèle d'orientation possible. Le progrès se mesure par la réduction de l'exposition aux chocs extérieurs. Puis il devient essentiel de bâtir des partenariats industriels ancrés dans la réalité des corridors émergents. Les entreprises doivent intégrer les pôles africains du Nord, de l'Est et du Sud dans leur plan d'expansion. Ce chantier peut commencer dès les 12 prochains mois. Il se mesure à la densité logistique, à la cohérence des chaînes de valeur et à la stabilité des coûts. Enfin, il faut moderniser les cadres institutionnels. Les décideurs doivent réviser les régulations, mettre à jour les infrastructures et aligner innovation, travail et investissement dans un même cycle. Le succès se mesure à la fluidité opérationnelle retrouvée. Ainsi se construit une réponse qui ne s'appuie ni sur la nostalgie, ni sur l'attentisme, mais sur l'ajustement rapide et mesurable. Revenir à l'image esquissée plus tôt, celle de l'usine de Manchester, réduisant ses équipes avant de transférer une partie de son assemblage vers un hub solaire au Kenya, permet de saisir la profondeur du basculement. Ce déplacement, que beaucoup percevaient comme anodin, reflétait en réalité la première inflexion d'une trajectoire mondiale qui se recompose loin des certitudes héritées. L'Afrique, en consolidant ses infrastructures et ses alliances, transforme son élan en force d'entraînement, tandis que le Royaume-Uni perd progressivement la maîtrise de son récit industriel. Dans ce mouvement, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît comme un symbole d'autodétermination, non pas une rupture idéologique, mais une affirmation que les règles ne se reçoivent plus, elles se définissent. Cette posture résonne dans les choix énergétiques, industrielle et diplomatique de plusieurs capitales africaines. Elle exprime une volonté de cadrer l'avenir plutôt que de le subir. Le centre de gravité a déjà changé. Ainsi, l'histoire ne suit pas un axe fixe. Elle se reforme autour des régions capables d'offrir stabilité, énergie et cohérence, et invite chacun à repenser sa place dans un monde désormais multipolaire. Ce basculement mondial, qui n'oppose pas seulement deux trajectoires, mais recompose la manière dont les puissances se perçoivent, ouvre un espace de réflexion plutôt qu'un verdict. Les transformations énergétiques, les nouvelles alliances industrielles et l'essor coordonné de plusieurs régions africaines montrent que l'avenir ne dépend plus exclusivement des centres historiques, mais de la capacité collective à lire les dynamiques émergentes sans nostalgie ni inertie. Dans ce contexte, votre regard compte réellement. La manière dont vous interprétez ces mutations, les questions que vous posez et les liens que vous établissez avec d'autres lectures contribuent à éclairer un paysage en recomposition. Comprendre ces transitions, c'est déjà participer à leur mise en forme. Si vous souhaitez approfondir ces enjeux, confronter vos idées ou partager vos propres analyses, la discussion reste ouverte. Quelle place pensez-vous que ces nouvelles forces occuperont dans les années à venir ?